rendez-vous de l'actualité sur Éco-Éducation TV. Bonsoir à tous et bienvenue. Voici le sommaire. Le Salon des études en France ouvrira très prochainement ses portes à Lomé, un rendez-vous pour les étudiants dans le choix de leur parcours universitaire. Les salles de classe au Togo de nouveau ouvertes. C'est la fin du premier congé de détente de l'année scolaire. Les élèves ont repris bel et bien les cours hier. Et puis en RDC, un village a été pris pour cible par des assaillants le samedi. On dénombre 6 morts et 8 blessés graves. Une fois encore, bienvenue. Décider de son parcours universitaire n'est souvent pas chose aisée pour les étudiants qui se voient proposer plusieurs filières. Pour mieux les orienter en ce sens, un rendez-vous se tiendra du 9 au 10 février 2024 à Lomé, le Salon des études en France. Une rencontre à laquelle tout étudiant est convié. Charité à Cimetier. Leur permettre de faire un bon choix dans leur parcours universitaire, c'est l'objectif du Salon des études en France qui se tiendra du 9 au 10 février prochain à Lomé. Cet événement verra la participation de plusieurs établissements privés, notamment des écoles du commerce. Au cours de ce salon, des stands seront installés afin de permettre aux étudiants d'obtenir toutes les informations auprès des responsables. Le Salon des études en France est un événement organisé régulièrement dans plusieurs pays de l'Afrique, à savoir le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Bénin, le Maroc et le Ghana. Cet événement est l'initiative d'une structure privée qui n'a rien à voir avec la Semaine des études en Europe organisée par l'Union européenne autour du programme Erasmus. Les élèves au cours primaire, au collège et au lycée, eux, ont dû reprendre le chemin de l'école hier car, comme vous le savez, une semaine de repos leur était accordée, dénommée congé de détente. Les impressions des élèves, enseignants et parents d'élèves à travers cet élément de nos confrères de la TVT. Collège Béatrice Pascal, il est 10h dans cette classe de 4e. Habituellement, c'est l'heure du cours des sciences physiques, mais ce n'est pas le cas ce lundi. En lieu et place, la correction des exercices de maison. Des devoirs qui ont occupé ces élèves durant le congé de détente. Durant une semaine de congé de détente, on nous a donné des exercices de plusieurs matières. Et pendant ces congés-là, je ne peux pas nier que j'ai été que sur mes cahiers, j'ai fait mes exercices et je me suis aussi amusée. Pendant ces congés de détente, j'ai pu mieux travailler mes cours, traiter plus d'exercices, avoir plus de temps pour m'organiser mieux, refaire mon emploi du temps et améliorer mes révisions. Ça m'a beaucoup aidé dans le sens où j'ai pu aussi me reposer. Le congé de détente, un moment de répit où les élèves et les enseignants ont pu se reposer et se ressourcer. Beaucoup d'enseignants en ont profité pour mieux se réorganiser. Les élèves sont restés en contact avec la matière, l'école, le travail et les exercices, parce qu'on ne les a pas laissés seuls. On a essayé de les occuper plus ou moins, mais de façon plus relaxée. Ça a été édifiant pour nous enseignants, parce que même si c'est un moment de repos pour nous, on a révisé nos fiches et ça nous a permis de réactualiser nos fiches, de se repositionner pour cette reprise. Dans le système éducatif national, le congé de détente est un élément nouveau dans le calendrier scolaire au Togo. L'initiative est bien appréciée par les parents d'élèves. Moi, j'ai apprécié parce que j'ai profité pour parler bien avec ma fille par rapport à ce qu'elle a fait durant ces 3 semaines de cours-là. On a eu le temps de pouvoir discuter, d'échanger sur leur travail à l'école. C'est parti pour 6 semaines de cours non-stop avant les congés de Noël. Le second congé de détente pour le compte de l'année scolaire en cours est prévu en février 2024. Une mesure du gouvernement pour renforcer la qualité de l'enseignement, mais aussi pour rendre plus dynamique le système éducatif national. Toujours au Togo, le Centre togolais des expositions et foires de Lomé remodèle son image. Le CTF se dote d'une nouvelle identité visuelle, une nouveauté qui fait suite à un concours de modernisation
de son logotype lancé le 31 mai dernier. Charité à Cimetière. Le Centre togolais des expositions et foires Togo 2000 a dévoilé dans un communiqué sa nouvelle identité visuelle. Il s'agit de son tout nouveau logo et site internet relooké. Une nouvelle identité qui, selon Alessandre de Souza, directeur général de la CETEF, est la métamorphose visuelle et un simple changement d'image pour incarner l'évolution de l'institution. Ce changement d'identité est le fruit d'un concours de design lancé en mai dernier selon le communiqué. Avec sa nouvelle identité, le CETEF affirme donc sa volonté de rester à l'avant-garde du secteur des expositions et des foires tout en rendant hommage à son patrimoine riche et distinctif. Ce logo marie également tradition et modernité, symbole de la culture togolaise. Ce changement de charte graphique et de logo est une étape clé dans l'évolution du CETEF. Il reflète le dynamisme et l'ambition de consolider la position de leader dans le secteur des expositions et des foires. Ce nouveau visuel sera désormais présent sur tous les supports, y compris le site web. Hors de nos frontières et précisément en Guinée, l'ancien dirigeant Moussa Dadis Camara a fait une évasion de la prison entraînant 9 morts dans l'opération Commando le samedi 4 novembre. Plus d'informations dans cet élément de Nadine Nofodi. Le parquet général guinéen a indiqué lundi qu'au moins 9 personnes ont été tuées le 4 novembre 2023 à Conakry dans l'opération Commando qui a permis la libération de l'ex-dictateur Moussa Dadis Camara ainsi que 3 de ses co-détenus. Parmi les victimes figurent 4 membres des forces de sécurité et 2 occupants d'une ambulance, apparemment des civils, selon un bilan encore provisoire avancé dans un communiqué par le procureur général Yamoussa Kanté. Les membres du commando ont attaqué samedi aux premières heures la prison centrale située dans le cœur de la capitale guinéenne et en ont extrait Moussa Dadis Camara et 3 autres prisonniers. Tous les 4 sont actuellement jugés pour un massacre commis en 2009 sous la présidence de Moussa Dadis Camara. 3 d'entre eux, dont l'ancien chef de l'État, ont été repris le même jour, sans qu'apparaisse clairement s'ils s'étaient évadés ou s'ils avaient été emmenés contre leur gré, comme le disent leurs avocats. Un 4e homme, Claude Pivy, qui figure également parmi les principaux accusés du procès, est toujours en fuite. Le procureur général a indiqué dans son communiqué lancer des poursuites contre Moussa Dadis Camara et ses 3 co-détenus pour assassinat de membres des forces de sécurité et homicide involontaire. En RDC, à 25 km de Kisongani, un village a été pris pour cible par des assaillants dans une zone épargnée par des violences jusque-là, même si le pays est en proie à des violences depuis près de 30 ans. Retrouvons Charité à Cimetière dans cet élément. Depuis quelques mois, la province de Chopo, dans l'est de la République démocratique du Congo, fait face à des violences qui passent largement sous les radars médiatiques. Dimanche dernier, une vidéo dans laquelle on pouvait voir une dizaine de personnes venant de fuir leur village a fait le tour des réseaux sociaux. La veille, leur village avait été attaqué par une bande de jeunes de communauté Mbol. Selon le gouvernement, ce drame qui a fait 6 morts et 8 blessés graves n'était que le fruit d'une jalousie. La communauté Mbol se trouve aujourd'hui au cœur d'un conflit qui met à mal la sécurité des habitants de la Chopo. De la culture dans cette édition, notamment avec ce festival, le Festival international du film de Sharjah. Au menu, divertissement et long métrage. Reportage Euronews. La particularité de ce festival, c'est que nous ne le voyons pas comme un événement avec un tapis rouge de la promotion. Vous savez, les feux des projecteurs et les superstars qui défilent. Il s'agit essentiellement d'inspiration, d'éducation, de la manière de présenter l'industrie cinématographique aux enfants, leur expliquer comment devenir scénariste, réalisateur ou acteur. « 80 films de 37 pays. C'est la riche programmation de la 10e édition du Festival international du film pour l'enfance et la jeunesse de Sharjah. Cet événement qui présente le meilleur de la production cinématographique pour, par et sur les enfants et les jeunes a accueilli 3 premières mondiales ainsi que les premières régionales de 43 films.
Nous avons choisi 80 films pour nos projections cette année. En parallèle, nous avons les tables rondes auxquelles participent de nombreuses personnes qui travaillent dans ce secteur. Qu'il s'agisse de producteurs, de représentants de plateformes et de cinéastes, nous organisons aussi des ateliers. Bien sûr, comme nous faisons cela pour les enfants et les jeunes, nous devons toujours ajouter un peu d'activité de divertissement. Cette année était projeté en ouverture un film d'animation intitulé Zo du réalisateur Tariq Al-Rimaoui, dont le sujet ne pouvait être plus pertinent. Il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon sur fond de conflits dans les territoires palestiniens. Mon film raconte l'histoire d'un garçon qui est allé chercher son ballon dans le pire zoo du monde et qui est tombé sur un jeune tigre avec lequel il est devenu ami. Ils essayent ensuite de trouver un endroit sûr pour jouer dans une région dévastée par la guerre. De mon point de vue, l'animation et le cinéma en général ne servent pas uniquement à divertir. Il s'agit aussi de transmettre des messages d'amour, d'espoir, notamment pour les enfants qui vivent dans des régions en proie à la guerre, en particulier à Gaza et en Palestine. Quand le sujet est difficile, on a l'habitude de sous-estimer les enfants. On se dit qu'on doit leur proposer des films amusants, mais en réalité, ils apprécient d'avoir une réflexion approfondie quand ils regardent ces films et ensuite, ils peuvent en parler. Ce sentiment est partagé par les organisateurs du festival qui affirment avoir la responsabilité de susciter des échanges stimulants à travers leur programmation. Les enfants et les jeunes de cette génération sont beaucoup plus intelligents. Ils sont très ouverts d'esprit, ils posent beaucoup de questions et les films qu'ils regardent doivent donc répondre à ces questions. Nous veillons donc à toujours avoir des films qui traitent de questions sociales, économiques, du changement climatique, des réfugiés, de tout ce qui se passe dans le monde. Nous n'édulcorons plus tout ce qui se passe, car sinon, ils le regarderont ailleurs. Je préfère donc qu'ils le voient par le biais de la bonne plateforme, là où ils peuvent rencontrer des gens, discuter, apprendre, et peut-être qu'un jour, ils pourront rendre le monde meilleur. Le festival veut mettre en lumière la cité dans le monde pour rappeler que les différents milieux, religions et cultures peuvent cohabiter. Il encourage aussi les cinéastes émiratis à contribuer en réalisant des films pour le jeune public. Et les talents en herbe de la région sont mis à l'honneur, comme Jan Ramez, un enfant acteur égyptien qui a reçu le prix Distinguished Speakers. C'est la première fois de ma vie que je participe à un festival et la première fois que je reçois un prix au festival de Sharjah. Je suis très heureux. Le public peut acquérir des compétences lors d'ateliers animés par des experts qui ont lieu en parallèle de la semaine du festival, de la découverte de l'art de la narration à des cours de maquillage destinés aux effets spéciaux. Il y a des enfants qui sont talentueux et doués, mais ils ne savent pas comment le montrer. En nous regardant faire, ils découvrent qu'ils ont, et nous aussi, une passion pour le maquillage, les effets spéciaux ou le jeu d'acteur. Sharjah, haut lieu culturel dans la région, veut par son festival encourager aussi bien la créativité que la compréhension mutuelle chez les nouvelles générations. En France, débat des députés dans l'hémicycle le 3 novembre du premier budget de l'État, celui de l'enseignement porté pour l'an prochain à 63 milliards d'euros. Plus d'informations dans cet élément. Des débats engagés, mais pas de vote. Les députés ont abordé les principaux enjeux de la mission enseignement scolaire du projet de budget pour 2024 ce vendredi 3 novembre 2023. Mais à minuit, leurs discussions se sont achevées avant qu'ils n'aient examiné la totalité des quelques 400 amendements qui avaient été déposés. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, s'est présenté à la tribune du Palais Bourbon-Fort d'une enveloppe de 63,6 milliards d'euros pour l'année prochaine, soit 3,9 milliards de plus que pour l'année en cours. En hausse de près de 30% par rapport à 2017, s'est-il félicité, alors même qu'il y a 300 000 élèves en moins. On est bien loin du désarmement budgétaire, a souligné le locataire de la rue de Grenelle.
Cette hausse est majoritairement due à la revalorisation de la rémunération des enseignants annoncée au cours de ces derniers mois. Notre devoir, c'est d'élever le niveau de l'école, a assuré Gabriel Attal, pour qui la hausse des moyens représente le carburant de cette mission. De la gratuité des cantines défendue par la gauche de l'hémicycle, à la hausse de la rémunération des enseignants et des accompagnants d'élèves en situation de handicap, au pacte des enseignants vilipendés par les oppositions, chacun des thèmes abordés a donné lieu à des débats engagés. Et en France, toujours dans le cadre de l'enseignement, des associations veulent rendre effective l'éducation à la sexualité à travers des programmes en vue d'une concrétisation pour chaque niveau d'enseignement. Nadine Nofouye. Rédigé par une dizaine d'associations, le livre blanc propose 46 recommandations pour rendre effective l'éducation à la sexualité, obligatoire depuis 2001 mais peu mise en œuvre sur le terrain. Concrètement, les programmes doivent accorder une place accrue aux femmes et aux questions de genre en abordant l'histoire des acquis féministes, les avancées scientifiques révélées par des femmes, la littérature des femmes et personnes LGBTQIA, plaident les associations. Selon un sondage IFOP publié en mars, 17% des 15 à 24 ans interrogés déclaraient n'avoir jamais bénéficié au cours de leur scolarité de cours d'éducation à la vie affective et sexuelle. Parmi les autres, seul un tiers disait avoir bénéficié des 3 séances annuelles prévues. Dans un rapport publié en 2021, l'Inspection générale de l'éducation avait reconnu que l'objectif n'était à l'évidence pas réalisé. Promettant le renforcement de cet enseignement, Pape Ndiaye, alors ministre de l'Éducation nationale en France, a chargé en juin le Conseil supérieur des programmes d'élaborer une proposition de programme d'éducation à la sexualité pour chaque niveau d'enseignement. Les propositions du Conseil sont attendues d'ici à la fin novembre. Point final à cette édition. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir, dans le 19h45. Excellente soirée à tous.